Bienvenue dans votre émission Sciences et Civilisation, Ilm Hadara. Un grand plaisir de travailler avec vous et de voyager peut-être avec vous aussi vers un domaine qui est celui de l'histoire. Et j'ai le grand plaisir de vous présenter mon collègue, Monsieur Ousmane Traoré Nagadef. Magnifique. Anaokaga. Magnifique. Alors, l'émission ne va pas se faire totalement au Wolof, mais je connaissais et je connais, j'ai employé un passé, je connaissais parce que c'est de mémoire ancienne. Ma mère, qui connaissait très très bien le Wolof, nous disait quelques mots. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission aujourd'hui. Vous êtes un historien sénégalais et enseignant aux États-Unis aujourd'hui. Alors, avant d'aller dans le cœur de vos recherches sur le colonialisme, l'impérialisme et la côte ouest africaine particulièrement, et les relations internationales vues du point de vue de l'Afrique, parce qu'on a tellement vu l'Afrique du point de vue d'autres régions, et vos recherches, c'est une façon de voir le monde à partir de l'Afrique. Avant cela, donc, je disais, peut-être votre parcours, un rappel de votre parcours. Vous êtes né au Sénégal? Je suis né au Sénégal. Je suis né au Sénégal en 1972, 12 ans après l'indépendance. Et j'ai fait toutes mes études à Dakar, d'abord à Thiès pour l'école primaire, le lycée aussi à Thiès. Et après, je suis parti à Dakar après le baccalauréat. Je suis parti à l'université Cheikh Anta Diop. Oui, très connu. Très connu, où je suis resté 4 années, c'est-à-dire la première année, la deuxième année, l'année de licence, la maîtrise. Et après la maîtrise, je suis parti en France pour poursuivre des études supérieures. Comme beaucoup de gens, et il est vrai, dans le domaine de l'histoire. Dans le domaine de l'histoire. Et déjà, vous pensiez devoir faire une thèse en histoire de l'Afrique, ou c'était pas encore défini? C'était défini. Je pense que j'étais marqué par... il y avait une influence de mes professeurs à l'université de Dakar, des professeurs aujourd'hui de renommée, comme le professeur Mamadou Diouf de Columbia University, Ibrahim Tchoub, qui était aussi recteur de l'université, qui est maintenant à la retraite. Donc, quand je regardais leur parcours, ils sont tous partis en France, à la Sorbonne. Et donc, comme tout jeune Sénégalais, étudiant en ces périodes, c'était le rêve un peu. Donc, de poursuivre des études que vous supérieures. avez réalisé. Un rêve que j'ai réalisé, alhamdoulilah. Ah oui, c'est super. Et donc, votre thèse, c'était donc à la Sorbonne, elle portait sur quoi? Alors, quand je suis parti en France, je suis parti d'abord à Lille pour faire un DIA. Alors, on appelait ça un diplôme d'études approfondies. C'est aujourd'hui le master deuxième année. Exactement. Et après ce DIA, il faut dire que mon DIA et même la maîtrise, j'ai repris une autre maîtrise à Lille et un DIA. Je voulais vraiment compléter ma formation en histoire. Donc, je suis redescendu un peu. J'ai fait un peu d'archéologie à Lille et un peu d'égyptologie. Et donc, pour le DIA, j'ai voulu maintenant apprendre plus sur les relations internationales. Mais relations internationales d'un point de vue, d'une perspective africaine. Et surtout en remontant vers le temps, en remontant vers le 7e siècle, le 14e siècle, le transsaharien. C'est ça qui m'intéressait. Comment, à cette époque, les souverains africains pensaient les grands royaumes du Mali, les grands royaumes du Ghana. Exactement. C'est ça qui m'intéressait, voir un peu la notion de relations internationales à cette période. Et donc, je suis allé voir un professeur à l'E3 et donc je lui ai proposé ce sujet. Et donc, il m'a dit que non, vous ne pouvez pas parler de relations internationales quand il s'agit de l'Afrique, parce qu'il y avait, vous savez, c'était des villages. Alors ça m'a choqué, ça m'a donné, ça m'a fait un choc, ça m'a pas traumatisé, mais j'ai tout simplement découvert de l'ignorance. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé... Une sainte ignorance. Exactement. Et donc, à partir de ce moment, j'ai décidé de quitter l'île 3 et d'aller à la Sorbonne pour... faire accepter votre recherche. Faire accepter mes recherches, exactement. C'est ce qui s'est passé. Vos recherches ont porté justement sur tout cet aspect diplomatique des souverains africains en des temps anciens, puisque vous remontez dans vos recherches jusqu'au XVe siècle. Jusqu'au XVe siècle, tout à fait. Voilà, tout à fait. Du XVe au XVIIIe siècle.
Et là, qu'est-ce que vous avez découvert? Alors, quand je suis parti à la Sorbonne, j'ai trouvé un professeur, Lucien Belli, qui est spécialiste de diplomatie et des relations d'Europe du Nord à la Sorbonne, au département d'histoire. Il a tout de suite accepté le sujet. Et donc, j'ai décidé de travailler avec lui. Mais je me suis focalisé, comme vous avez dit, sur le 15e siècle. Parce que dans mes recherches, j'avais découvert un roi sénégalais. Je n'en avais jamais eu information, je le connaissais pas dans l'enseignement d'histoire qu'on m'a donné au Sénégal. Il s'appelait Boumi Djellène. Alors, j'ai découvert ça, je l'ai découvert un peu dans les sources portugaises. Donc, ce qui m'intéressait en ce roi, Boumi Djellène, c'est qu'au 15e siècle, en 1488, il faisait partie des premiers souverains africains qui avaient compris l'enjeu de l'arrivée des Européens sur la côte occidentale d'Afrique. Et ce qui allait être la traite négrière. Avant que la traite négrière ne commence. Avant qu'elle ne commence. Il avait compris. Il avait compris que l'arrivée des Européens sur la côte allait permettre au royaume du Jolof d'avoir une fenêtre ouverte sur l'océan Atlantique. Parce que le Jolof, dans sa situation géographique, était exclu des commerces transsahariens qui reliait l'Afrique occidentale et la Méditerranée. Donc le Jolof était un peu exclu dans ces relations-là. Et donc, quand les Européens sont arrivés sur la côte, lui, il a tout de suite compris que, d'un point de vue économique et d'un point de vue politique, cette nouvelle présence européenne pouvait profiter à son royaume. Une ouverture par l'océan à d'autres contrées. Exactement. Et donc, il a tout de suite créé une province commerciale sur la côte qu'on appelle le Waalo. Le Waalo qui va devenir maintenant un royaume très connu à partir du XVIIe siècle. Mais c'est Boumi Djellène, ce roi-là, qui a fondé ce Waalo comme une province côtière pour accueillir les Portugais et faire du commerce de chevaux avec les Portugais. Donc, véritablement, les Portugais, d'abord, ont été vus comme des gens avec qui on allait travailler, j'allais dire d'égal à égal, ou en tous les cas de manière diplomatique, comme dans tous les États font cela. Et ce souverain africain, effectivement, ça peut-être qu'il par son itinéraire, par sa personnalité, il vous a sensibilisé à ces questions de diplomatie en Afrique. Exactement. Vous l'avez très bien dit. En fait, ces souverains africains voyaient un peu la présence portugaise comme un moyen de participer à la globalisation qui commençait, dirigée cette fois-ci par l'Europe, parce que la Méditerranée commençait à entrer en décadence. Oui. Et donc, Boumi Djellène allait sauter sur cette occasion. Mais comme vous l'avez si bien dit, pour lui, c'était comment je peux profiter de cette présence portugaise, comment je peux profiter des relations commerciales avec le Portugal pour créer un État Wolof fort. Un État Wolof qui, en quelque sorte, va profiter de ce commerce avec les Portugais pour développer son économie et aussi structurer son État. Et donc, c'est comme ça qu'il l'a vu. Il a commencé à développer des relations diplomatiques avec le Portugal. Mais pas avec n'importe quel roi portugais. Il a créé des relations diplomatiques avec Jean II. On l'appelle João II. Oui. C'est Jean II qui était le fils du fameux Henri le Navigateur. Ah oui. Donc, il a créé une belle relation, notamment commerciale, mais aussi... Elle est épistolaire. Épistolaire. Ah oui. Épistolaire des échanges. Vous avez pu consulter tout cela. Exactement. Et donc, j'ai pu consulter non seulement les échanges entre ce roi et ce roi Wolof et Jean II, mais j'ai pu aussi, à la même période, comparer ces relations épistolaires avec d'autres relations qui se passaient aussi avec le Congo. Donc, le Congo aussi avait développé ces mêmes relations. Donc, ce qui s'est passé au Congo avait, je ne sais pas, directement ou indirectement, mais on peut le voir, inspiré aussi les Walo-Walo. Et donc, finalement, votre sujet qu'on acceptait si difficilement à Lille et qui a expliqué votre départ à Sorbonne, ce sujet, eh bien, vous le mettiez en pratique parce que vous voyez qu'il y avait un sens à parler des relations internationales. Exactement. À partir du Congo, à partir du Sénégal, exactement, avec le Portugal. Et
comme vous dites si bien, avant même la question des traites négrières. Exactement. Parce que dans ce 15e siècle, ça se passe surtout avec l'Amérique, qui sera dite l'Amérique latine, la présence à la fin du 15e siècle, début du 16e siècle. Tout le monde sait que la traite négrière en Afrique vient bien après. Oui, oui. Parce que quand j'étudiais cette période, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en 1488, il y a eu un incident politique qui s'est passé au Waalo, c'est-à-dire Boumi Djelen, il avait des demi-frères, et donc ils ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre jargon politique un coup d'État. Donc il a perdu le pouvoir, et dès qu'il a perdu le pouvoir, il a essayé de le reconquérir. Et c'est en ce moment-là que ça devient intéressant. Donc il envoie des émissaires, une mission diplomatique au Portugal pour demander de l'aide. Et Jean II lui a dit, écoutez, venez ici. Donc, il lui envoie une caravelle. Et donc, Boumi Djelen, avec 24 autres nobles sénégalais, sont partis au Portugal. Et ce qui est intéressant, c'est que leur présence au Portugal, comment ils étaient reçus, où ils étaient logés, donc les échanges entre l'audience, donc tout ça m'a permis de voir une diplomatie en mouvement au XVe siècle. Donc, il y avait même, hier, on nous a offert un spectacle Je dois rappeler qu'effectivement, nous sommes à Marrakech au moment où se tient le salon du livre africain. Effectivement, c'est pourquoi vous mentionnez ce qui se passait hier. Oui, pardon. Voilà un spectacle équestre. Oui. Qui m'a tout de suite rappelé, quand dans les textes portugais du XVe siècle, on lui dit que quand Boumi Djelen est arrivé avec sa délégation, ils ont offert à Jean II un très beau spectacle équestre. Et donc les Portugais étaient complètement charmés et complètement étonnés de leur capacité à manier le cheval. Ce qui explique aussi pourquoi il y avait aussi un commerce de chevaux entre le Portugal et le Waalo. Et précisément, ces relations diplomatiques entre le Sénégal et le Portugal, vous les étendez jusqu'au XVIIIe siècle. Parce que là, on a beaucoup parlé du XVe siècle, mais vous avez fait un travail sur la longue durée de ces relations diplomatiques et vous avez introduit l'enjeu des femmes. Mais là, on est précisément dans un autre contexte que vous allez nous préciser. Très bien. Vous l'avez si bien souligné. C'est qu'en fait, c'est ça que je voulais montrer, la continuité. Ce que Boumi Djelen a fait au XVe siècle aussi, c'est reflété dans le XVIIIe siècle. Mais aussi, c'était pour moi, quand j'ai décidé de faire la thèse, de montrer que il faut aborder la question de la traite négrière dans une nouvelle perspective. Parce que quand on parle de traite négrière, malheureusement, on pense toujours, le grand argument, c'est toujours de dire, écoutez, c'est très simple à comprendre. La traite négrière a existé parce que dans les sociétés africaines, il y a toujours eu de l'esclavage. Et donc, c'est cet esclavage qui a été étendu de manière géographique et économique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, pour moi, je dis non, écoutez, c'est plus compliqué que ça. Il y a plusieurs types d'esclavage. Il y a plusieurs types d'esclavage. Il y a plusieurs types d'esclavage. Mais maintenant, il faut qu'on essaye d'aborder la question de la traite négrière dans une perspective africaine en montrant que ce qui intéressait le roi du XVe siècle ou le roi du XVIIe siècle était pareil. C'est-à-dire, c'était des gens qui essayaient à créer de nouveaux États en profitant de la présence européenne sur l'océan Atlantique. Malheureusement, cette présence européenne sur l'océan Atlantique a créé beaucoup de conflits ethniques. C'est ça. Donc les gens, souvent, quand ils regardent l'Afrique, ils pensent l'Afrique. Mais quand tu regardes du point de vue du XVIIIe siècle, XVIIe siècle, il y avait ces conflits ethniques. Les gens ne se considéraient pas. C'était mon ethnie s'arrêtait à la frontière de ma frontière ethnique. Et donc, d'ailleurs, vous montrez très bien dans vos recherches que la notion d'ethnie apparaît comme un État-ethnie. C'est-à-dire que, parce que vous avez raison, il y a à combattre plusieurs préjugés qui nous ramènent à l'idée que l'Afrique, c'est l'ensemble de tribus, c'est l'ensemble d'ethnies, comme si cela fut de toute éternité. Exactement. Alors que vous faites en bon historien advenir les choses à un moment donné, et la construction d'un État-ethnie et les conflits
à partir de cette traite négrière qui s'est installée sur le continent. Exactement. Finalement, c'est la création de ces États-ethnies qui a produit des prisonniers de guerre. Et ce sont ces prisonniers de guerre qui se sont retrouvés en Amérique comme captifs. C'est aussi simple que ça. Donc, c'était des conflits dans une course de création d'États-ethnies qui a généré des prisonniers de guerre qui se sont retrouvés exilés. Parce que la meilleure façon de protéger mon État-ethnie, la meilleure façon d'affaiblir mon voisin, c'était d'affaiblir son armée. En faisant, pendant les guerres, de faire plus des prisonniers et de les exiler. Ce qui explique aussi les révoltes des esclaves en Amérique, parce que c'était des gens qui étaient très politisés, qui savaient manier l'arme et qui connaissaient l'art de la guerre et qui ont créé toutes ces révoltes d'esclaves dont on connaît dans les Caraïbes ou en Amérique. C'est toute cette épaisseur historique de l'esclavage qui manque quand on le voit uniquement, si vous voulez, sous l'angle, comme vous l'avez dit, de l'exploitation humaine, mais vous le voyez du point de vue de l'advenu historique dans les relations diplomatiques et, pour reprendre une de vos expressions, la traite négrière comme un élément de relations internationales. Comme un élément de relations internationales, je pense qu'il est temps aussi de voir que c'est un élément des relations internationales et que quand on l'aborde dans une perspective de relations internationales, qu'on pense aussi à la construction de ces États, qu'on pense aussi que l'arrivée de l'Europe, qui crée un nouvel ordre mondial, suivait de la décadence de la route transsaharienne, où la Méditerranée a été toujours considérée comme le pôle économique pendant des années. Donc l'arrivée de l'Europe sur l'océan Atlantique crée un nouvel ordre mondial. Et les souverains africains, surtout les ethnies qui étaient situées sur la côte et qui avaient pendant des siècles été délaissées par les routes transsahariennes, qui n'ont jamais profité des routes transsahariennes. Donc, on profitait de la présence européenne sur la côte occidentale pour exister, pour créer des États. Il y a une tension en Afrique entre l'arrière-pays transsaharien et la côte qui, précisément, était délaissée et qui va, entre guillemets, reprendre le dessus. Parce que c'est là où l'arrière-pays deviendra arrière-pays. Mais comme vous l'avez dit si bien, c'était le trafic transsaharien, je pense précisément au royaume du Mali, du Ghana, et toutes les soies venant d'Égypte, et tout l'ivoire et l'or partant vers l'Égypte. Et effectivement, les côtes étaient délaissées, mais les côtes ont repris à partir du XVe siècle le dessus. Un élément très important, vous avez dit à un certain moment, les rébellions et des gens qui étaient habitués à faire la guerre et qui se sont retrouvés prisonniers, puis captifs, puis vendus, etc. Les États-Unis sont précisément ce pays où arrivent les Africains, et on parle d'Afro-Américains. Alors, les États-Unis, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un pays qui facilite la connaissance sur tout ce travail-là? Vous avez rencontré certains obstacles en France. Maintenant, vous êtes, nous ne l'avons pas encore dit, professeur là-bas à Pomona College, en Californie. Alors, j'ai une double question. Est-ce que, d'une part, vos travaux sont facilités par le contexte américain qui veut connaître sa propre histoire tout de même depuis le XVIe siècle? Et deux, est-ce que vos enseignements trouvent un écho auprès des jeunes que sont vos étudiants? Tout à fait. Je voudrais d'abord reprendre une belle expression que vous avez émise là, et je l'adore, l'arrière-pays et la côte. Il y a un autre historien, Godinon, qui a toujours dit que c'est la victoire de la caravelle sur la caravane. Oui, voilà. Caravane. Oui, je pense qu'il y a eu, pour moi, partir aux États-Unis, déjà quand j'avais décidé de faire cette thèse sur la traite négrière et dans une perspective nouvelle, je pense qu'il y avait le professeur Mamadou Diouf, en ce moment, qui était à Columbia, qui m'avait dit que c'est un sujet qu'il faut venir traiter aux États-Unis. Je pense que ce serait bien. Mais enfin, parce que lui-même enseignait à Columbia, il enseigne toujours.
Voilà, Ouais. c'est ça, effectivement. Donc, et quand ils vous suggèrent de venir aux États-Unis pour donner un écho à vos recherches, ils pensent déjà qu'elles auront cet écho. Oui, mais je pense qu'aussi, ils pensent aussi que le système éducatif, le système universitaire français n'est pas trop souvent, ne facilite pas trop souvent les études africaines. Oui. Il faut le dire. Oui. Alors qu'aux États-Unis, au moins, il y a toujours ce débat perpétuel. Oui. On permet toujours aux étudiants afro-américains de se réapproprier de leur histoire, d'en connaître les origines, de mieux connaître leur histoire. Et donc, c'est pas surprenant de voir dans chaque université américaine un institut d'études africaines. Ah oui, c'est ça. Donc, pour moi, me retrouver aux États-Unis, c'était être à la bonne place Oui. pour mieux développer le sujet que j'ai traité dans mes recherches de thèse. Et donc, ça permet aussi, encore une fois de plus, j'arrive avec les questions de la traite négrière. Oui. Mais aussi, je crée encore, je provoque. J'ai essayé aussi de montrer que aux étudiants afro-américains que votre histoire n'a pas commencé avec le navire négrier. Exactement. Parce que souvent, c'est comme ça. Les départements d'histoire africaine, donc c'est souvent les Afro-Américains. Donc, dans une recherche de leur histoire, on leur dit que votre histoire commence avec le bateau négrier. Donc, moi, j'arrive non seulement avec des recherches sur la traite négrière, mais je veux aussi leur montrer que votre histoire commence avant le Et vous l'incarnez, puisque vous, fort heureusement, vous ne faites pas partie du tout de cette traite négrière et que vous êtes une manière incarnée de dire qu'il y a une autre Afrique qui est rapportée à une autre histoire. Tout à fait. Et que les bifurcations se sont faites à un moment, alors qu'il faut remonter à quelque chose qui était commun. Exactement. Exactement. C'est ce que j'essaie de faire. D'ailleurs, je suis au Sénégal pour une année pour faire des recherches dans le cadre d'une bourse qu'on appelle Andrew Mellon New Direction Fellowship. C'est une bourse qui te permet à un moment donné de ta carrière de dire, écoute, voilà comment nous voyons l'histoire, voilà comment nous enseignons l'histoire, mais peut-être il y a quelque chose qui manque. C'est quelque chose qui manque aujourd'hui, c'est que quand on enseigne l'histoire africaine aux États-Unis ou même en Europe, on remarque qu'on n'a pas une antiquité. L'histoire africaine n'est jamais enseignée en commençant par d'autres histoires comme l'histoire européenne où on commence pas par une antiquité. Oui. Voilà, quand tu es jeune Européen blanc, on t'enseigne l'histoire, on te dit voilà, ton histoire commence par l'Égypte, par la Grèce, Rome, après on enchaîne. Exactement. Mais quand c'est le noir ou l'afro-américain, dans la salle de classe, on commence par l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali. Non, je dis non, il faut aller remonter. C'est quoi notre histoire? Exact. C'est pas la traite négrière, c'est pas la colonisation. Au-delà du XVIe siècle, c'est pas la nuit noire. Donc, il faut remonter. Il faut qu'on recrée un corps de sciences humaines pour l'histoire africaine, en tout cas dans le cadre de l'histoire africaine, qui nous permet de commencer par l'Antiquité. La longue durée. La longue durée, merci. La longue durée, effectivement. Notre collègue au Collège de France, François-Xavier Fauvel, a travaillé sur la civilisation de la vache chez les Khoikhoi en Afrique du Sud. Et effectivement, il y a à documenter beaucoup de choses. Même le voyageur du XIVe siècle, Ibn Battuta, il n'était pas historien, il était voyageur, mais il nous a donné quelques indications sur la Tanzanie actuelle, la Somalie actuelle, en dehors des deux royaumes du Mali et du Ghana, qui indiquent qu'il y a beaucoup d'arrière-plan historique qu'il faut à chaque fois excaver pour le rendre, lui donner une visibilité. Méthodologique et en même temps de contenu. Et je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin parce que dans les années 70, 80, nous avons connu les travaux de Cheikh Anta Diop, qui a aussi, pour moi, qui était d'une avancée dans cette perspective de réécrire l'histoire africaine normalement, en disant, écoutez, nous devons même pousser au-delà de l'époque médiévale, essayer de voir les relations
ou bien comment penser la civilisation égyptienne, parce que l'Égypte, la civilisation égyptienne fait partie du continent africain, mais jusqu'à présent, elle est confisquée par l'université occidentale. Donc, il est question maintenant de dire, quelle est la part de la civilisation négro-africaine et quelle est sa relation avec la civilisation égyptienne. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, vous et moi, nous savons que pour visiter le Louvre, des fois, il faut prendre 3 mois pour couvrir tout le Louvre, parce que tous ces vestiges sont là-bas, dans les musées en Grande-Bretagne. Donc, mais ces vestiges matériels qui permettent l'Occident aujourd'hui d'analyser cette civilisation égyptienne comme une civilisation non africaine, ne permet pas aux Africains d'écrire une antiquité. Il suffit juste de rappeler des évidences, que le Nil prend sa source en Tanzanie, en Ouganda, et qu'à partir de cette source, justement, beaucoup de choses dans l'interaction homme-nature se sont passées et qu'il faut documenter. Et ce que vous dites à propos des vestiges et des éléments du Louvre, c'est le travail d'historien extraordinaire, c'est de construire des documents, parce qu'il nous manque encore la manière de construire des documents pour faire une autre histoire. Tout à fait. Tout à fait. Parce que ces documents matériels sont confisqués par l'université occidentale. Je pense qu'il est temps de prendre ces vestiges, maintenant de créer un espace de dialogue entre historiens occidentaux et historiens africains, et de voir qu'est-ce qu'on peut en extirper pour mieux analyser peut-être l'histoire. Même pour mieux comprendre ces vestiges. Parce que ces vestiges, on ne les comprendrait jamais. Ils ne sont pas encore des documents. Exactement. Ou bien aussi, si on ne les remet pas dans leur contexte africain. Exactement. Donc, je pense que ce que fait l'école de Dakar aujourd'hui, l'école d'égyptologie de Dakar ou l'école d'égyptologie du Cameroun, c'est de dire, écoute, nous n'avons pas accès à ces documents matériels, mais on ne peut pas nous prendre les documents immatériels. Aujourd'hui, je pense que les égyptologues africains font un excellent travail en montrant ces relations entre les civilisations négro-africaines et l'ancienne Égypte en comparant, par exemple, les hiéroglyphes avec les langues africaines. En comparant la religion égyptienne, les religions égyptiennes pré-islamiques avec certaines traditions africaines. En comparant la philosophie égyptienne de l'ancienne Égypte avec certaines philosophies africaines. Donc, je pense qu'il y a ce travail. La psychologie, donc pour moi, la psychologie, pour mieux comprendre la psychologie de cette civilisation, il faut la remettre dans son contexte africain. Et en faisant cela, aussi, on permettra à l'Afrique d'avoir une antiquité pour être enseignée comme une histoire, pour que son histoire puisse être enseignée normalement. Absolument rien à ajouter à tout cela. Merci beaucoup, Monsieur Ousmane Traoré. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci de votre écoute et je vous dis à une prochaine fois, Inch'Allah.